Il y a quelque chose que personne ne t'a jamais dit avec cette clarté, et voici ce que c'est. Quand un homme tombe vraiment amoureux, il panique. Pas comme le cinéma le montre, pas avec des fleurs et des regards tendres. La vraie panique, la panique profonde qui vient du coin le plus sombre de son esprit, se manifeste d'une façon que tu as probablement confondue avec de l'indifférence, de la froideur, du rejet. Et pendant que tu interprétais ces signaux comme la fin de quelque chose, il te mettait silencieusement à l'épreuve, de la seule façon que son inconscient connaît. Mais voici la vérité qui change tout. Il ne sait pas qu'il le fait. Et c'est précisément là le point le plus dangereux de cette histoire. Sigmund Freud l'a découvert avant que quiconque soit prêt à l'écouter. Les êtres humains n'agissent pas à partir de la conscience. Nous agissons à partir de couches d'expériences profondément enfouies, de blessures que nous n'avons jamais nommées, de peurs que nous avons juré d'avoir surmontées, mais qui vivent encore dans l'obscurité de notre esprit. Et c'est là que cela devient dangereux. L'homme qui te met à l'épreuve aujourd'hui, l'homme qui s'éloigne aujourd'hui, qui se tait, qui te repousse pour ensuite se rapprocher, cet homme ne suit aucun plan. Il suit un programme installé bien avant ton arrivée dans sa vie. Tu ne te bats pas contre sa logique, tu te bats contre son histoire. Et son histoire est pleine de moments où il a fait entièrement confiance à quelqu'un, et cette personne est partie. Réfléchis-y. Quand nous étions enfants, nous avons appris quelque chose de fondamental sur l'amour. Qu'il peut partir, que la personne dont tu as le plus besoin peut disparaître, que la vulnérabilité a un prix énorme. Et cet apprentissage ne s'efface pas avec les années. Il s'enterre, il est refoulé, comme Freud l'aurait dit. Il devient une force souterraine qui guide chaque décision romantique que nous prenons en tant qu'adultes, sans que nous le remarquions, sans que nous le choisissions, sans que nous le comprenions. La plupart des gens ne voient pas cela. Ils voient le comportement, mais pas son origine. Ils voient de la froideur, mais pas la blessure derrière elle. Ils voient de la distance, mais pas l'effroi qui l'a déclenché. Alors comment un homme met-il à l'épreuve la femme dont il tombe amoureux? Quel est le véritable mécanisme? Ce mécanisme qui vit en dessous des mots et des gestes visibles. La première épreuve est l'épreuve du silence, et c'est la plus brutale de toutes. Il arrête d'écrire, pas pour des heures, parfois pour des jours. Et toi, qui t'étais habitué à sa présence constante, qui avais commencé à sentir que c'était réel, tu te retrouves soudain face à un écran vide, à un message envoyé sans réponse, à un silence qui envahit chaque espace où il y avait de la chaleur auparavant. Et ce silence change tout. C'est exactement là que ton esprit commence à travailler contre toi. Tu te demandes ce que tu as mal fait. Tu repasses la dernière conversation mot pour mot. Tu cherches l'erreur. Tu cherches le moment où tout a changé. Et pendant que tu accomplis ce travail douloureux et épuisant, il observe. Non pas avec cruauté, non pas avec une malveillance calculée. Il observe parce que son inconscient a besoin d'une réponse à une question qu'il ne peut même pas formuler consciemment. Resteras-tu quand ça fait mal? Voilà ce que le silence demande vraiment. Non pas si tu lui manques, non pas combien tu as besoin de lui. La vraie question, celle qui vit au plus profond de sa psyché, est la suivante. Es-tu le genre de personne qui part quand les choses deviennent difficiles? Ou es-tu le genre de personne qui reste? Jung parlait de l'ombre. L'ombre est tout ce que nous refoulons, tout ce que nous ne voulons pas voir en nous-mêmes, tout ce que nous dissimulons derrière la personne que nous montrons au monde. Et chez les hommes qui ont été blessés, l'ombre est pleine d'une seule chose, le besoin. Un besoin qui se déguise en indépendance, un besoin qui se camoufle en froideur, un besoin qui se cache derrière la distance. Car admettre qu'il a besoin de toi le rendrait vulnérable. Et la vulnérabilité, pour un homme qui a appris tôt que le besoin est dangereux, est le plus grand risque qui soit. Mais voici la vérité. Plus il a besoin de toi, plus il se retire. Plus il sent que tu pourrais être cette personne, plus il active ses défenses, plus il devient l'homme qui ne répond pas aux messages, qui annule des plans, qui même lorsqu'il est physiquement présent ne semble pas vraiment là. Il ne se retire pas parce que tu lui es indifférente. Il se retire parce que tu comptes trop pour lui, et cela l'effraie d'une façon pour laquelle il n'a pas de mots. La deuxième épreuve est l'épreuve de ta réaction émotionnelle, et c'est la plus subtile, la plus inconsciente, la plus révélatrice de toutes. Il fera quelque chose qui te dérange. Peut-être arrivera-t-il en retard sans prévenir. Peut-être fera-t-il un commentaire qui ressemble à une critique. Peut-être privilégiera-t-il quelque chose de trivial par rapport au temps passé avec toi. Et il ne le fait pas dans le but de te blesser. Il le fait pour voir comment tu réagis quand quelque chose fait mal. La plupart des gens n'interprètent pas ces moments de cette façon. Ils les voient comme de la négligence, de l'égoïsme, le signe qu'il n'est pas vraiment intéressé. Mais ce qui se passe en réalité, c'est que son inconscient exécute un protocole d'évaluation conçu dans son enfance.
Il observe si tu exploses, si tu te fermes, si tu pars, ou si tu as la capacité de communiquer ce que tu ressens sans que tout s'effondre. Car dans son histoire, quelque part dans sa vie, quelqu'un a explosé, quelqu'un s'est fermé, quelqu'un est parti. Et il a appris que les émotions des autres sont un danger, que quand les gens ressentent profondément, les choses se brisent. Et maintenant, avant de se donner entièrement, il doit savoir si tu es différente, si tu peux supporter l'inconfort sans le transformer en catastrophe. Et voici le tournant que personne ne te dit. Si tu réagis avec panique, avec poursuite, avec désespoir, il ne te jugera pas. Mais quelque chose en lui se fermera, pas consciemment, pas avec une décision rationnelle. Quelque chose se bloque, comme une porte qui se ferme silencieusement. Et soudain, la connexion qu'il ressentait n'a plus la même profondeur. Ce changement en lui est à peine perceptible, mais il change absolument tout. Freud avait un concept qui devient terriblement clair dans ce contexte. La compulsion de répétition, la tendance de l'inconscient à recréer des situations douloureuses du passé, non pas parce que nous les apprécions, mais parce que l'inconscient croit que si nous les répétons avec une autre personne, nous pourrons cette fois les résoudre, guérir ce qui est resté ouvert. L'homme qui te met à l'épreuve recrée, à un niveau profond et totalement invisible pour lui, la dynamique qui l'a le plus blessé. Et toi, sans le savoir, sans l'avoir choisi, tu es devenu un personnage dans son histoire la plus ancienne. La troisième épreuve est l'épreuve de ta valeur propre, et c'est celle qui fait le plus mal quand on la comprend vraiment. Il dira quelque chose qui minimise ce que tu ressens, quelque chose qui devrait blesser venant de quelqu'un qui dit tenir à toi. Il te regardera, non pas avec une cruauté ouverte, mais avec ce calme étudié de quelqu'un qui attend de voir si tu vas te plier, si tu vas céder, si tu vas dire « Non, tu as raison, ce n'est pas grave », alors que c'est important, si tu vas faire semblant d'aller bien quand tu n'y es pas, si tu vas réduire ce que tu es pour tenir dans l'espace qu'il t'offre. C'est précisément là que cela devient vraiment dangereux. Car si tu cèdes, si tu te rapetisses, si tu sacrifies ton jugement sur l'autel de son approbation, il ne vivra pas cela comme une victoire, mais comme une déception, une perte subtile mais dévastatrice de respect. Car au fond, il cherche quelqu'un qui ne se brise pas, quelqu'un qui ait la solidité de dire « ce que tu as dit matin, et voici pourquoi », calmement et avec dignité. Quelqu'un qui n'a pas besoin de son approbation pour savoir ce qu'elle vaut. Ce dont il a besoin, même s'il ne l'exprime jamais en ces termes, c'est de quelqu'un qui est trop complète pour avoir besoin d'être rempli par lui. Et la plus profonde des ironies est celle-ci. Si tu deviens cette personne, si tu n'as pas besoin de lui pour être qui tu es, c'est exactement ce qui le fera tomber complètement. Jung appellerait cela la rencontre du moi avec l'anima, ce moment où un homme reconnaît en une femme la complétude qu'il craint lui-même de posséder. Il y a quelque chose dans la complétude des autres qui est irrésistible pour celui qui se sent fragmenté. Mais allons plus loin, car nous n'avons pas encore atteint le centre sombre de tout cela. La quatrième épreuve est la plus invisible de toutes, l'épreuve du vrai temps. Non pas le temps où ils se parlent, non pas les heures qu'ils passent ensemble, mais le temps qui s'écoule quand ils ne sont pas ensemble et que les choses entre eux deviennent inconfortables. Il y aura inévitablement un moment où quelque chose se brisera légèrement entre vous. Pas une rupture complète, juste une fissure, un malentendu, une attente déçue. Un moment où tous deux sentent que quelque chose ne va pas, mais où aucun ne sait exactement comment le réparer. Et il attendra, non pas parce que cela lui est égal, mais parce qu'il est paralysé entre deux forces d'égale intensité, le désir de résoudre et l'effroi qu'en essayant il pourrait tout empirer encore davantage. Car dans son histoire, des tentatives de réparation ont parfois tout détruit encore plus. Il a appris à un certain moment que se rapprocher dans les moments difficiles peut avoir des conséquences imprévisibles. Et ce qu'il n'admettra jamais, c'est que dans ce silence, dans cette immobilité apparente, il attend quelque chose. Il attend de voir si tu peux supporter la tension sans la détruire, si tu peux vivre dans l'inconfort sans le transformer en accusation, si tu peux lui donner de l'espace sans l'interpréter comme un abandon. Je dois te faire marquer une pause ici, respirer, te regarder honnêtement, car ce que je vais dire ensuite est ce qui fait le plus mal. Non pas parce que c'est cruel, mais parce que c'est parfaitement vrai. Dans ces moments, dans ces épreuves invisibles, la plupart des femmes échouent. Non pas parce qu'elles sont faibles, non pas parce qu'elles ne sont pas suffisantes, mais parce que personne ne leur a expliqué ce qui se passait vraiment, parce qu'elles ont réagi avec le seul outil à leur disposition, leur propre peur, leur propre abandon non résolu, leur propre histoire de perte déguisée en amour. Et voici la vérité la plus inconfortable de toutes. Quand deux personnes portant des blessures non résolues se rencontrent, elles ne se guérissent pas mutuellement, elles s'activent mutuellement.
Elles deviennent des miroirs des peurs de l'autre. Et ce qui aurait pu être de l'amour devient une boucle de provocation et de réaction, de distance et de poursuite, de faim et de rejet, qui ne se résout jamais. Freud décrivait cela comme le transfert. Projeter l'histoire de la personne absente sur la personne présente. Tu ne le vois pas, il ne te voit pas. Chacun voit la version la plus effrayante de ses pertes passées, superposée sur le visage de l'autre. Et dans ce mirage psychologique, le véritable amour qui aurait pu exister se noie avant d'avoir la chance de naître. Mais il y a encore plus, quelque chose qu'aucune vidéo, aucun article, aucun conseil d'amis ne t'a dit avec suffisamment de précision. Il existe une 5e épreuve, et c'est l'épreuve de ta présence. Non pas ta disponibilité, non pas le temps que tu lui consacres, mais ta capacité à être pleinement présente à toi-même quand il n'est pas là. Que fais-tu de l'espace qu'il crée quand il s'éloigne? T'y effondres-tu? Le remplis-tu d'hypothèses catastrophiques? Ou l'habites-tu avec la sécurité de quelqu'un qui sait exactement qui elle est, indépendamment de ce qu'un autre fait ou ne fait pas? Et voici quelque chose que l'ego ne voudra jamais entendre. Il le sent. Il ne te le dit pas, mais il le sent. À la façon dont tu parles de toi-même, à la façon dont tu décris ta vie, à savoir si tu as des choses qui comptent au-delà de lui, à savoir si dans tes mots existe un monde intérieur riche et complexe, plein de passions et de contradictions et de projets et de peurs qui n'ont rien à voir avec lui. Une femme qui n'existe qu'en fonction de l'homme qu'elle a devant elle, il n'a pas peur de la perdre, il s'épuise à la voir. La plupart des gens ne réalisent pas cela. Ils croient qu'en montrant une disponibilité totale, en montrant qu'il est leur priorité absolue, ils montrent de l'amour. Mais ce qu'ils montrent en réalité, c'est du vide. Et le vide, bien qu'il puisse attirer temporairement, ne peut jamais porter le véritable amour d'un homme qui, au plus profond de son inconscient, cherche une racine, pas une ombre qui dépend de sa lumière pour exister. Et puis nous arrivons à l'endroit le plus sombre de tout cela, là où la plupart décident de fermer la vidéo, là où l'ego dit « ça ne me concerne pas », là où le mécanisme de défense le plus sophistiqué de l'être humain entre en action. Le déni. Car ce que je vais dire maintenant est quelque chose que tu sais déjà, à un certain niveau. Tu le sais depuis un moment, mais enfoui avec une précision que Freud lui-même aurait admirée. Toi aussi tu le mets à l'épreuve, pas de la même façon, pas avec le même mécanisme, mais avec la même intensité et la même inconscience. Chaque fois que tu ne dis pas ce que tu ressens vraiment et que tu attends qu'il le devine, tu le mets à l'épreuve. Chaque fois que tu te comportes froidement parce que tu as peur de paraître trop dans le besoin, tu le mets à l'épreuve. Chaque fois que tu interprètes le pire de ses actions avant de poser la question, tu le mets à l'épreuve. Chaque fois que tu testes sa constance, parce que dans ton histoire l'amour est toujours parti, tu le mets à l'épreuve. Et voici la vérité qui fait plus mal que toutes les précédentes. Vous mettez tous les deux à l'épreuve. Vous attendez tous les deux des preuves que l'autre va vous abandonner. Vous agissez tous les deux à partir de vos blessures, les plus anciennes, comme si elles étaient le présent. Et tant que vous êtes tous les deux prisonniers de ce cycle, le véritable amour, l'amour libre, l'amour qui n'a pas besoin d'épreuves, parce qu'il repose sur la confiance, cet amour est impossible. On ne peut rien construire d'authentique avec les mêmes briques que celles qui ont bâti les prisons qui vous retiennent. Et que faire maintenant de tout cela? Jung avait une réponse qui n'a jamais été populaire, précisément parce qu'elle était vraie. L'individuation, le processus de devenir pleinement soi-même. Non pas la moitié d'un couple, non pas le miroir des désirs des autres, mais un être humain entier et intégré, qui connaît son ombre aussi bien que sa lumière, qui a regardé ses blessures en face sans détourner les yeux, qui a choisi consciemment qui il veut être au lieu de répéter qui il a été programmé à être. Un homme qui met à l'épreuve la femme dont il tombe amoureux n'a pas besoin qu'elle réussisse ses épreuves. Il a besoin qu'elles soient si complètes que ces épreuves deviennent irrelevantes. Il a besoin de trouver quelqu'un qui ne joue pas le même jeu inconscient, mais qui vit à un niveau de conscience différent. Et c'est là où l'esprit trahit les deux. Car tant qu'il se concentre sur les épreuves, sur les jeux, sur les schémas, sur les silences et les réponses calculées, il continue à perdre la seule chose qui compte, le moment authentique, la connexion réelle, la vulnérabilité véritable, qui selon Jung est la seule porte d'entrée vers l'amour vrai. L'amour n'est pas une épreuve que l'on réussit. L'amour est un espace qui se crée quand deux personnes ont le courage de laisser tomber leurs armures en même temps. Quand deux personnes décident consciemment et délibérément d'être vues. Non pas telles qu'elles voudraient être vues, non pas telles qu'elles craignent d'être vues, mais telles qu'elles sont vraiment. Mais il y a encore quelque chose que tu dois savoir avant que ce monologue se termine,
quelque chose qui fait de tout ce qui précède, selon la façon dont on l'utilise, une arme ou une libération. Quand un homme cesse de te mettre à l'épreuve, quand les défenses tombent, quand le silence n'est plus une épreuve, mais simplement du silence, quand la distance n'est plus une stratégie, mais simplement l'espace naturel entre deux personnes qui se sentent en sécurité, ce moment est silencieux, presque imperceptible. Il n'y a pas de fanfare, pas de déclaration dramatique, juste une douceur différente dans sa façon de te regarder, une présence différente dans la façon dont il répond quand tu lui parles, une nouvelle ouverture dans la façon dont il commence à te raconter, sans que tu le demandes, les choses qu'il n'a racontées à personne. Et ce qu'il ne dira jamais directement, c'est que tu as atteint l'autre côté de ces épreuves. Non pas parce que tu les as réussies stratégiquement, mais parce que tu étais suffisamment authentique pour que ces défenses ne sachent pas quoi faire de toi, parce que tu ne correspondais pas au schéma, parce que quelque chose dans ton authenticité a interrompu le programme. Freud dirait que tu as réussi à rendre l'inconscient conscient. Jung dirait que tu l'as aidé à intégrer son ombre. La vérité est à la fois plus simple et plus complexe. Tu étais tellement pleinement toi-même qu'il n'avait d'autre choix que d'être pleinement lui-même. Et maintenant, nous arrivons à la fin. Et la fin de ce monologue n'est pas une liste de conseils, pas une formule, pas un mode d'emploi pour manipuler l'inconscient de qui que ce soit. La fin est une question. Une seule question qui, si tu y réponds honnêtement, change absolument tout. Es-tu si pleinement présente dans ta propre vie, si pleinement vivante dans ton propre monde intérieur, si pleinement enracinée dans ta propre valeur, que si demain il décidait qu'il n'a pas le courage de t'aimer, tu serais encore exactement celle que tu es? Car cela seul, uniquement cela, est ce qui remplit d'effroi un homme qui tombe vraiment amoureux. Non pas la peur de te perdre au sens de la possession, la peur de se perdre lui-même au sens de l'irrélevance, la peur que s'il part, il rate la seule personne auprès de qui il s'est senti pleinement vu. Et c'est là que l'esprit trahit tout le monde. Nous croyons que l'amour, c'est trouver quelqu'un qui nous complète. Mais la psychologie la plus profonde nous dit que le véritable amour est la rencontre de deux complétudes. Deux personnes qui n'ont pas besoin l'une de l'autre pour exister, mais qui choisissent de partager leur existence. Deux personnes qui ne se mettent pas à l'épreuve parce qu'elles se voient déjà. Deux personnes qui n'ont pas peur parce qu'elles se connaissent déjà trop bien pour se perdre dans l'autre. L'homme qui te met à l'épreuve quand il tombe amoureux n'a pas besoin d'être compris, ni déchiffré, ni manipulé par la psychologie. Il a besoin de rencontrer une femme qui a cessé de se chercher elle-même, qui est déjà parvenue à son propre centre, qui n'a plus peur de ce qu'elle y trouvera. Et quand cela arrive, quand cette rencontre devient possible, les épreuves disparaissent. Non pas parce que quelqu'un a gagné, mais parce qu'il n'y a plus rien à prouver. Il existe encore une dernière couche. Une couche qui se trouve en dessous de tout ce que nous avons dit. La couche la plus silencieuse, la plus authentique. Quand un homme te met à l'épreuve, quand il exécute ce protocole inconscient de distance et d'observation, il y a un moment précis, non identifiable pour lui, où l'épreuve devient autre chose, où l'observateur devient l'observé, où le chasseur découvre qu'il est en train d'être transformé par sa proie. Dans ce moment, quelque chose se meut en lui d'une façon qu'il ne peut pas contrôler. Ce n'est pas une décision, pas un choix. C'est quelque chose de plus ancien que la raison et de plus puissant que la peur. C'est la reconnaissance. Cet instant où l'inconscient dit « cette personne est réelle » d'une façon que les autres ne l'étaient pas. Et ce moment-là, change tout pour toujours. Car après ce moment, il n'est plus un homme qui met à l'épreuve, mais un homme qui choisit. Et la différence entre les deux est la différence entre un mécanisme de défense et un acte d'amour. La différence entre vivre depuis la blessure et vivre depuis la complétude. La différence entre répéter le passé et créer l'avenir. Et cette différence, uniquement cette différence, est la distance exacte entre la peur et l'amour véritable. Ne cherche pas quelqu'un qui te prouve que tu peux être aimé.